vidéo du soir, j'avais envie de te lire deux mythes et légendes. Un provient d'Afrique et le deuxième du Japon. Ce sont deux mythes slash légendes que j'ai trouvés dans un livre qui s'appelle Les créatures fantastiques, mythes et légendes. C'est un vieux livre. J'espère que tu es bien confortablement installé, que tu prends une grande respiration et souffle bien l'air de tes poumons pour bien vider tes poumons. La respiration est très importante pour pouvoir se détendre correctement et longtemps. Alors, mets-toi dans l'endroit que tu préfères, ton lit, un canapé, mets tes écouteurs ou un casque et détends-toi, c'est le moment. Avec les grosses chaleurs qui arrivent sur toute la France, j'espère que mes deux petites histoires, mythes, légendes t'aideront pour sûr à trouver le sommeil et à ne pas batailler à t'endormir. Sauf évidemment si tu as une climatisation. Et donc là, mes histoires seront un petit bonus pour toi. J'espère que tu es bien installé. On peut y aller. Alors, allons-y. Partons d'abord en Afrique. Le premier mythe s'intitule Les lions bleus. Les lions bleus vivaient au fond du grand fleuve, armés de pattes puissantes terminées par des mains d'hommes. Ils partaient en chasse toutes les nuits pour tenter de satisfaire leur féroce appétit. Dans leur repère, dissimulés derrière un rideau d'algues, s'alignaient des jarres, véritables garde-manger, au fond desquels ils enfermaient leur prise. Un soir, l'un d'entre eux, quittant son sinistre repère, découvrit un nouveau-né qui flottait entre deux eaux. Celui-ci était encore en vie, car dans ce fleuve magique, on ne se noyait jamais. Le lion bleu s'empara donc de l'enfant et l'enferma dans une jarre. Ce bébé était le fils d'une pauvre femme abandonnée par son mari. Désespérée, elle se jeta à son tour dans le fleuve, sans que les villageois présents aient pu la retenir. Alors ils coururent prévenir le mari infidèle qui vivait non loin de là. Pris de remords, il décida de partir aussitôt à la recherche de sa femme et de son fils. Par précaution, avant de sauter dans le fleuve, il se munit d'une corne magique de Ngona qu'il attacha sur son dos. À la tombée de la nuit, l'eau devint sombre, mais grâce à la corne lumineuse, l'homme put apercevoir des traces laissées sur le fond par les pas de sa femme. Bientôt,
il la rejoignit. La prenant tendrement par la main, il marcha avec elle en direction du repère des lions bleus. À mesure que le couple s'en approchait, le paysage se faisait plus sinistre et tous deux tremblaient à l'idée de voir un lion surgir d'un buisson d'algues. Il leur fallait faire vite pour délivrer leur enfant avant que ces monstres ne rentrent de la chasse. Pourvu qu'ils aient tous quitté leur antre, pensaient les pauvres parents en se serrant un peu plus fort la main pour se donner du courage. Enfin, ils pénétrèrent dans l'horrible repère. Hélas, quelle ne fut pas leur déception. Devant eux s'alignaient de nombreuses jarres, toutes identiques. Comment découvrir rapidement celle qui emprisonnait leur fils? Perdant tout espoir, la mère se mit à sangloter, mais son mari lui montra la corne de Ngona. L'ayant détachée de son dos, il la pointa en direction des jarres en répétant « Corne magique, dis-moi où est caché mon fils ». Aussitôt, la pointe de la corne s'immobilisa devant la dernière jarre de la troisième rangée, tandis qu'une petite voix inconnue murmurait « Dans cette jarre, l'enfant était bien là, sain et sauf. » Fous de joie, ses parents le délivrèrent. « Maintenant, sauvons-nous vite » s'écria le père, mais c'était trop tard. Un lion bleu se tenait à l'entrée du repère, leur interdisant le passage. C'était un vieux mâle revenu plus tôt de la chasse. Tout à la joie des retrouvailles, les parents ne l'avaient pas entendu approcher. « Entrez tout droit là-dedans » leur ordonna le lion en désignant l'une des jarres. « Nous vous mangerons demain. » Alors que la jeune femme les croyait perdus, son mari réussit, malgré l'étroitesse de leur prison, à empoigner la corne de Ngona. Successivement, il en dirigea la pointe vers son fils, son épouse et lui-même. En un clin d'œil, tous trois devinrent si petits qu'ils purent sans difficulté pénétrer dans la corne magique pour s'y cacher. Les lions bleus rentrèrent de la chasse à l'aube. Aussitôt, ils se précipitèrent autour de la jarre que leur désignait fièrement le vieux mâle. L'appétit aiguisé, ils se léchaient déjà les babines. D'un coup de croc, le chef ouvrit l'énorme vase. Un rugissement de déception monta de la troupe. Au lieu de 3 humains appétissants, la jarre ne contenait qu'une vulgaire corne absolument immangeable. De rage, l'un des lions la mordit violemment. Alors qu'il croyait la briser comme un fétu de paille, c'est lui, au contraire, qui s'y cassa les crocs. Furieux, il recracha ses dents et la corne magique, d'un mouvement si brutal que celle-ci fut propulsée hors de l'eau et retomba sur la berge. La petite famille était sauvée. Se glissant hors de leur cachette, tous trois reprirent leur taille normale et rentrèrent au village où ils furent fêtés en héros, car il était rare de voir les lions bleus et plus rare encore de leur échapper. Voilà pour le premier mythe d'Afrique.
Grâce à lui, les moines mangeaient les légumes succulents et fleurissaient toute l'année l'autel de Bouddha. L'ami préféré du petit dragon d'eau était justement le moine jardinier qui ne manquait jamais de venir le saluer avant de puiser l'eau nécessaire aux plantes. D'ailleurs, il n'allait pas tarder à arriver. Une abeille alourdie de pollen se posa sur le museau du dragon qui ouvrit un œil et secoua la tête et se rendormit aussitôt. Pas pour longtemps, hélas. Un épouvantable vacarme le réveilla brutalement. Le jardin était plongé dans les ténèbres, et pourtant il y régnait une chaleur de fournaise. Apeuré, le petit dragon d'eau se précipita sous un rocher, espérant s'y cacher. Trop tard, il se sentit agrippé par des serres puissantes et soulevé dans les airs hauts, si haut que le paisible jardin du monastère sembla bientôt à peine plus grand qu'une feuille de nénuphar. Alors le petit dragon comprit son malheur. Il était devenu la proie de l'abominable Tengu, l'oiseau de feu cruel, le responsable des sécheresses et l'ennemi des dragons d'eau. À grands coups d'aile, l'énorme monstre s'éloignait rapidement du monastère. Il survola des forêts immenses, puis des montagnes. Parvenu au-dessus d'un désert aride et brûlant, le Tengu ralentit, commençant à descendre en planant, et brusquement laissa tomber sa proie comme s'il s'agissait d'un vulgaire caillou. Le pauvre dragon atterrit rudement au fond d'une crevasse, les os à moitié brisés. Il se prépara à mourir. Comment aurait-il pu espérer survivre dans ce désert hostile et desséché? Abandonnant le dragon à son triste sort, le Tengu était revenu survoler le monastère. Dans le jardin assis près du puits, le moine jardinier se lamentait. « Qu'est devenu mon ami le dragon d'eau ?» répétait-il en pleurant. Tout à coup, levant la tête, il aperçut l'oiseau de feu et devina ce qui s'était passé. Aussitôt, son chagrin se transforma en colère. Hurlant des injures à l'adresse du Tengu, il lui montra le poing et brandit la cruche avec laquelle il arrosait les fleurs comme s'il s'agissait d'une arme. Pauvre moine jardinier, irrité par les cris et les gestes hostiles de cet homme minuscule, le gigantesque oiseau de feu fondit sur lui et l'emporta jusqu'au désert où il avait abandonné sa première proie. Lorsqu'il se sentit tomber dans le vide, le moine jardinier eut la présence d'esprit d'étendre les bras, gonflés d'air. Les larges manches de sa tunique ralentirent si bien sa chute qu'il atterrit sans mal au fond de la crevasse où gisait son pauvre compagnon, déjà tout rabougri à cause de la sécheresse et de la chaleur. Durant son périlleux voyage, le moine n'avait pas lâché sa cruche, qui contenait encore quelques gouttes d'eau. Espérons qu'il n'est pas trop tard, se dit-il, et sans perdre de temps, il versa le précieux liquide sur la tête du dragon, tout en récitant quelques prières. La première goutte avait à peine roulé sur la peau desséchée du dragon que celui-ci se remit à vivre et à enfler démesurément comme un nuage porteur d'orage. D'un seul coup de sa longue queue qui avait pris les couleurs de l'arc-en-ciel, il écarta les parois de la crevasse qui le retenait prisonnier et invita son ami le jardinier à grimper sur son dos. Par le chemin désert, tous deux revinrent rapidement à l'abri de leur paisible jardin. Grâce au courage du moine, une dramatique sécheresse avait pu être évitée. Le terrible Tengu disparut de la région, sans doute vexé d'avoir perdu la partie. Voilà mes amis, pour ces deux histoires, mythes et légendes.
J'espère qu'elle vous a plu, que vous êtes en train de paisiblement dormir profondément dans les bras de Morphée. Et tu t'endors, 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 tu t'endors. Je te fais plein de gros bisous. Je te retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite